Alors, mon nom est Jacques Trainer, donc je suis physicien théoricien et membre du conseil scientifique du Shift. Bon, on commence. Alors, je vais vous parler d'une session qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, du 6 au 11 mars 2016 à l'école des Ouches, et qui est la troisième d'une série qui va continuer. Et j'ai déjà pris une option pour la prochaine qui sera du 4 au 9 mars 2018. Bon, alors, c'est une option, c'est une option. Alors, l'école des Ouches, en un mot, c'est un endroit, c'est une école de physique théorique par laquelle toute la physique théorique française s'est reconstruite après la guerre. Voilà, bon, en un mot. Maintenant, si vous en voulez plus, autour d'un café, je vous en raconterai plus. Mais donc, c'est un endroit, pour la physique théorique en France, c'est un endroit très prestigieux, très important, etc. etc. Ils acceptent de faire ce genre d'écoles qui ne sont pas tout à fait dans le mainstream de l'école. Pourquoi? Parce que parmi les participants, il n'y a pas que des physiciens théoriciens. Il y a par exemple, vous ne voyez pas, hein, mais il y a des climatologues comme Jean-Pascal Van Diepersel et puis Robert Vota. Il y a des gens comme Jean-Marc Jancovici qui n'est pas un physicien théoricien. Il y a des gens du Shift. Alors, il y a des gens comme Charles Hall et d'autres. Et puis, il y a même un historien qui se cache quelque part. Et je vais vous parler plutôt de ce personnage-là, parce qu'il a été un peu le squelette de ce qu'on a organisé à ce moment-là. Alors cette école, elle est financée par EDF, par la chaire Économie et Prospérité de Gaël Giraud, par le CEA, moins, mais quand même, par l'ADEME, un peu, et par le Shift. Voilà. Alors, ce que je ne vous montre pas, et qui serait le plus intéressant, c'est ce qu'ils regardent, les gens là. Parce que vous croyez qu'ils regardent celui ou celle qui n'est pas en photo, pas du tout. Ils sont en train de regarder le Mont Blanc. Parce que c'est ça qu'on a comme paysage quand on est à l'école des Ouches. Quand on est dans l'amphi et qu'on s'ennuie un peu, on tourne même pas la tête, juste le regard comme ça, et tac, on a une vue sur le pic du Goûter. Voilà. Alors, ce qui a structuré un petit peu la semaine, c'est surtout de ça que je vais vous parler, plutôt que de balayer un peu l'ensemble des sujets. C'est ce qu'on peut appeler en français le taux de retour énergétique, et qui en anglais s'appelle EROI. Bon, oui, c'est-à-dire Energy Return on Energy Invested. Donc c'est un cas où ce qui est investi, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'énergie. Alors, le programme, je vous le montre là pour que vous ne le voyez pas, mais en gros, il y avait 3 parties. Et si je fais ça, normalement, il y a un petit agrandissement, voilà. Il y avait 2 jours sur l'EROI, ce que c'est, en quoi c'est une méthode incontournable, je crois, d'analyse des systèmes énergétiques. Ensuite, il y avait une journée et demie sur des ingrédients, si vous voulez, de l'EROI, parce que l'EROI, il dépend de la technologie, il dépend des ressources, et donc il y avait une journée et demie sur les ressources, les réseaux, des choses comme ça. Et puis ensuite, une journée et demie d'économie. Il y avait des économistes comme Gaël Giraud, soi-même, et Nadia Maizi et quelques autres. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de l'essentiel de ce qui s'est passé, mais juste d'un point qui est crucial, parce que c'est pour ça qu'on l'a organisé sur cette thématique-là. Toutes les conférences sont accessibles sur le site de l'école, et donc les conférences ont été filmées, et les vidéos sont accessibles aussi. Donc toute la documentation est accessible, y compris des documents additionnels qu'on a mis sur un site. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous dirai, vous me demandez, et je vous dis quelle est l'adresse du site. Alors, maintenant, prenez un oiseau. Un oiseau, c'est petit, ça a un sang chaud, donc il y a un métabolisme dans le volume, et puis il perd de l'énergie par la surface, et le rapport surface sur volume est relativement grand. Il est plus grand que pour un éléphant, par exemple. Et donc, il perd volontiers de l'énergie par la surface. Et en plus de ça, il dépense beaucoup, il vole, etc. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Et donc, en gros, il passe son temps à chercher de la nourriture, mais pour son propre métabolisme. Et le métabolisme, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé produire de la chaleur pour le maintenir à 37 degrés, lui permettre de faire des efforts, et puis renouveler le matériel cellulaire. Enfin, c'est comme n'importe quel être vivant.
Mais du coup, comme il est petit, il faut qu'il passe une grande partie de sa vie. En plus de ça, il ne faut pas seulement ces 3 fonctions, mais il faut qu'il puisse construire un nid, se reproduire, chanter de temps en temps, etc. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Et donc, ce qu'il récupère sous forme de nourriture, il faut que ce soit un petit peu supérieur aux dépenses qu'il a, parce que sinon, c'est la mort. Alors, la question, c'est combien de fois supérieur? Alors, on ne va pas aborder cette question-là, mais on va aller directement dans la question des sociétés. Et la notion de Hiroi, c'est justement une tentative pour quantifier ces choses-là, pour les différentes sources énergétiques. C'est-à-dire, pour sortir de l'énergie, il faut en investir, il faut en dépenser. Si pour sortir un baril de pétrole, vous avez besoin d'un baril de pétrole, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir dessus et le regarder. Bon. Mais maintenant, si vous voulez le raffiner, ça va coûter de l'énergie. Si vous voulez le transporter, et puis là où il va être consommé, etc. Donc il faut encore de l'énergie. Il faut que tout ça soit pris sur l'énergie que vous avez extraite. Et donc, vous voyez bien qu'on peut introduire plusieurs types de rapports, de taux de retour énergétique. Le premier, c'est juste à la sortie de la mine ou des RIC. C'est l'énergie fournie sur l'énergie dépensée pour l'obtenir là, pour la sortir là. Et puis ensuite, vous pouvez accroître le périmètre de l'énergie investie, et il faut le faire. Parce que sinon, le baril, il ne sert à personne. Une fois qu'il est sorti du machin, il faut le transporter, le raffiner, le retransporter encore, avoir un réseau de distribution, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il faut avoir des voitures, parce que sinon, ça ne sert à rien non plus. Donc, vous voyez que si l'énergie fournie, c'est toujours la même, mais l'énergie dépensée pour obtenir et la transporter, ça devient plus grand. Donc, le rapport a tendance à diminuer. Et puis, si vous êtes encore plus exigeant, vous regardez la transporter et l'utiliser, c'est-à-dire toute l'infrastructure qu'il faut pour que ce baril de pétrole devienne de l'essence qu'on puisse consommer. Donc, vous voyez que le 1 pour 1, qui paraîtrait peut-être la limite extrême, si je sors 1 pour 1, ça commence à être rentable. En fait, pas du tout. Il faut être beaucoup plus que 1 pour 1. Bon. Et donc, c'est ce que tente de faire cette notion. Alors, un exemple, le Hiroi du pétrole aux USA, si vous avez 100 mégajoules au départ, eh bien, pour le sortir, il faut dépenser 10. Ensuite, pour raffiner, il faut dépenser 27. Ensuite, pour le transporter au point d'usage, il en faut 5. Ensuite, pour avoir les infrastructures du transport, il en faut 37. Et finalement, vous n'avez que 20 mégajoules à restituer à la société pour son propre développement. Tout le reste, les 80, ça a servi à reproduire le système à l'identique. Et si vous voulez que ça serve pour le développement, eh bien, il faut plus que ça. Voilà. Comment? L'année de référence? Je ne sais pas. Mais il y a les références, j'ai quelques références d'où c'est extrait ça à la fin. C'est récent, hein, ça. C'est récent. Alors, maintenant, vous pouvez essayer de faire quelque chose qui représente justement, pour avoir un Hiroi sociétal, si vous voulez, pour que la société fonctionne avec toutes ces instances, c'est-à-dire pas seulement liées à l'énergie, mais à la vie en général. C'est-à-dire, il y a les ouvriers qui travaillent dans le machin, et puis ils ont une famille, et donc il faut de la nourriture, il faut un système éducatif, il faut de la santé, il faut aller au cinéma, etc. etc. Et donc, vous voyez bien que les sources d'énergie doivent être capables énergétiquement de financer tout ça. Voilà. Et ça, il faut le chiffrer. Alors, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on se dit, mais évidemment, et comment ça se fait que ça ne traîne pas partout, ces chiffres-là? Parce que c'est tellement évident, une fois qu'on s'est posé la question, qu'on réalise ça. Moi, j'ai réalisé ça l'année dernière. Bon, mais c'est parce que c'est relativement peu développé en France. Enfin, il y a des gens qui s'intéressent à ça, mais il y a eu toute une école aux États-Unis qui fait ça. Et en gros, si vous... bon, donc ça, c'est Jessica Lambert qui sera là à la fin du mois. En gros, si vous comptez tout, en dessous de 15 pour 1, en dessous d'un rapport de 15 pour 1, la société telle qu'on la connaît ne fonctionne pas. C'est un minimum de 15 pour 1. Alors, donc, tout ça se discute, hein, évidemment. Ouais. Ça veut dire que pour ton graphe de juste avant, oui. Ça ne fonctionne pas du tout. Parce que là, alors, on gagne 2 pour 1. On est à... non, on a ressorti quand même 20. On a fait tout fonctionner, il reste encore 20 mégajoules. Des 100 qu'on a extraits. Quoi? Sur 100, oui. Oui. On a investi... oui, 1 pour 5, oui, d'accord. Oui.
Alors, oui, oui, bon. Alors, maintenant, moi, ce que je ne veux pas rentrer dans le détail ici, je veux simplement vous montrer que cette notion, elle est très importante et qu'il faut s'y intéresser. Et vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des surprises à la sortie, et c'est pour ça. Alors, la grande surprise que j'ai eue, c'est l'étude d'un cas, c'est le PV espagnol. Le PV, alors, c'est un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, fait par Charles Hall, que vous voyez à gauche, et qui est un monsieur de mon âge, et donc il n'est pas comme vous le voyez sur la photo, et qui a passé sa vie à développer ce genre de notions. Et puis, Pedro Prieto, tous les deux étaient à l'école des Ouches, et Pedro Prieto est un ingénieur du photovoltaïque qui a passé toute sa vie là-dedans, et qui s'est posé à un moment la question de voilà, quel est le taux de retour énergétique du PV espagnol. Alors, donc, ils ont fait ça. Ceux que ça intéresse, je n'ai pas le bouquin, mais j'ai un séminaire où il y a toutes les diapos, où c'est développé, puis j'ai extrait quelques diapos de ce truc-là. Et ils ont étudié le PV espagnol sur 2 ans, avec toutes sortes de technologies. Vous voyez, des trucs sur les toits, des trucs dans les champs, enfin toutes sortes de technologies, des trucs avec suivi du soleil ou pas suivi du soleil, etc. Donc c'est vraiment un boulot d'ingénieur, c'est-à-dire c'est des gens enfin Pedro, c'est un type qui a fait ça vraiment toute sa vie, quoi. Et donc voilà, le résultat, ça ne va pas être lisible encore une fois, mais si vous regardez le courant qui sort, eh bien, le IROI, en fait, c'est l'inverse de ce nombre-là. Donc, c'est 0,12 ici. Donc, ça tient simplement en compte le coût énergétique des panneaux et de l'installation juste auprès des panneaux pour sortir le courant électrique des panneaux. Alors, il y a un IROI, au départ, qui est de l'ordre de 8,3. Enfin, dans leur étude, c'est 8,3. Alors après, vous devez prendre en compte un certain nombre de coûts énergétiques, comme, alors je ne sais pas si j'arrive à lire, je vais peut-être lire plus facilement ici. Voilà, l'accès, les fondations, les canalisations et oui, il y a même les perimeter fences, c'est-à-dire l'enclos de ces installations. Il y a le module washing, le self-consumption in plants, les transportation from local manufacturers to the plant, etc. etc. Et alors, donc, ça représente des coûts qui vont faire baisser le IROI. Ensuite, vous avez toute une catégorie de coûts qu'il faut prendre en compte, y compris l'énergie des gens qui travaillent sur le domaine, etc. Et puis, des choses comme la maintenance des panneaux, donc sur 2 ans, c'est un coût énergétique. Et puis, là, ils ont été, alors dans toutes leurs évaluations, ils ont été relativement conservateurs, c'est-à-dire prendre plutôt des dépenses basses. Et une des dépenses basses qu'ils ont prises ici, vous voyez, c'est un 0 pour le coût de la gestion de l'intermittence, enfin, ou des fluctuations, si vous voulez. C'est-à-dire, ils ont dit, on fonctionne avec les centrales à gaz existantes. Donc, ils ont pris comme coût simplement le fait qu'on utilise du gaz pour faire l'électricité pour compenser quand il n'y a pas le PV. Donc, en fait, c'est une sous-estimation du coût. Si on voulait développer de façon massive le photovoltaïque, il faudrait dédier des installations à ça. Or, ce coût-là, il n'est pas pris en compte parce qu'il est à 0 ici. Voilà, donc tout ça est très détaillé, encore une fois, c'est tout un bouquin, et au total, on arrive à un IROI qui est de 2,7. Voilà, donc on part de 8,3, on est à 2,7. Alors 2,7, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, je prends le résumé, donc, qui est toujours de leur bouquin, hein, résultats finaux. Donc le conventional, c'est-à-dire ce qui sort juste de l'installation, c'est 8 pour 1. Avec tous les coûts additionnels, c'est 2,7 pour 1. Si on dit, on va faire des progrès technologiques, etc., donc ils lisent un certain nombre de progrès possibles, et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu lieu et dont ils n'ont pas tenu compte, parce que ça a déjà 2-3 ans l'étude, donc en 2-3 ans, tout ça, ça bouge beaucoup, mais on monte à 3,5 pour 1, et puis finalement, si on tient en compte le travail des gens, et puis les coûts financiers associés à, évidemment, faire fonctionner les banques, etc., ça a des coûts énergétiques aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans et tout ce que vous voulez. Et donc, c'est en dessous de 2 pour 1. Alors, en dessous de 2 pour 1, quand vous vous rendez compte qu'une société fonctionne à un minimum de 15 pour 1, quelle est la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire, c'est que ces technologies, à l'heure actuelle, ne se développent que parce qu'elles sont appuyées sur des sources qui ont un IROI bien plus élevé.
comme le charbon, qui est entre 30 ou 50 pour 1, le pétrole qui est aux alentours de 30, etc. Puis ça dépend des catégories de pétrole. Donc après, il y a plein d'études qui regardent très en détail ces choses-là. Il y a des incertitudes parce que estimer tous les coûts énergétiques, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas les données, il y a des manques de données, donc il faut convertir de dollars en coûts énergétiques. Bon, donc il y a toutes sortes de discussions, mais vous voyez que vous vous rendez bien compte que c'est des discussions qui sont absolument importantes et incontournables. Alors, un exemple, enfin 2 exemples pour terminer quasiment. Donc vous voyez ici le Energy Return on Investment en fonction, alors ça c'est le minimum pour qu'il y ait une civilisation, et puis vous avez l'évolution, alors en fonction de la quantité d'énergie produite, et alors vous avez le pétrole au début du XXe siècle, le charbon aujourd'hui, le pétrole où il est maintenant, les pétroles de schiste, etc. Et ici vous avez le photovoltaïque, et puis ici vous avez les biocarburants. Alors, ouais, attends une seconde. Imported oil, domestic oil, imported oil today, natural gas, Non, il n'y a pas les pétroles de schiste. Mais ils sont relativement bas. Ils sont aux alentours de 15 pour 1 ou quelque chose comme ça. Mais il n'est pas là, il n'est pas là-dessus. Quoi? Le pétrole de schiste 3 pour 1? D'accord, ok. Oui, vas-y. Alors voilà, donc ici le nucléaire, mais ça c'est une vieille... Alors, je vais vous montrer un deuxième truc maintenant. Ça c'est le nucléaire, et quand j'ai discuté, enfin les premières fois que j'ai discuté avec Charles Hall, il me disait, oui, lui, il n'avait pas travaillé là-dessus, mais que c'était aux alentours de 5 pour 1. En fait, il y a une étude allemande récente, et c'est simplement pour dire que tout ça n'est pas convergé, qu'il faut travailler, etc. Bon, mais il y a une étude allemande d'Allemands qui était là, Weisbach, et voilà, qui donne le IROI pour les différentes sources, et là, vous avez un nucléaire qui est à 75. Alors, ensuite, il y a 2 colonnes. Pourquoi? Parce que c'est buffered et unbuffered, c'est-à-dire, si vous tenez compte de ce qu'il faut faire normalement pour une source intermittente, il faut dire avec quoi, quel est le backup, quoi. Et le backup, ben, ça doit tenir, ça entre en compte dans le bilan énergétique. Donc, vous avez le solaire qui est aux alentours de 2, etc., comme l'autre. La biomasse qui est aux alentours de 3,5. Le wind, enfin l'éolien est un petit peu meilleur, mais si vous comptez le backup, c'est pas terrible non plus. Le CSP est là, il commence à émerger du fond. Et puis ensuite, vous avez le charbon, l'hydro et le nucléaire. Donc voilà. Donc ces études existent. Elles ne convergent pas toutes. Ouais, c'est largement suffisant. Mais une fois qu'on est tombé là-dessus, on se dit... Mais évidemment, il faut, quelle que soit la personne qui propose un mix énergétique, il faut qu'il passe par là, quoi. C'est impossible de ne pas passer par là. Alors, une fois, cela dit, il y a plein d'autres problèmes qui se posent, parce qu'une fois qu'on a dit, imaginez que vous ayez classé les différentes sources énergétiques en fonction de leur IROI. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout dans le IROI le plus grand. Parce qu'il peut y avoir d'autres contraintes à prendre en ligne de compte, ne serait-ce que l'acceptabilité sociale. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas sur so what, qu'est-ce qu'on fait et comment on construit un mix énergétique à partir de tous ces trucs-là. Mais ne pas tenir compte de ça, c'est incroyable, quoi. Donc, voilà, c'est hors du monde, en un certain sens. Alors, et maintenant, plusieurs choses, et donc ça, c'est pour lancer la discussion. D'une part, on va essayer de sortir une monographie à partir de l'école des Ouches, parce que ce qui est présenté là-bas sont des articles qui sortent dans des revues scientifiques, mais une fois qu'on est convaincu, on se dit mais il faut rendre ça accessible, donc il faut vulgariser cette notion-là. Donc il y a un peu de travail à faire pour que tout le monde, les différentes équipes, les protocoles, comment, les méthodologies pour extraire les nombres, etc., les données manquantes, on se mette d'accord, et puis qu'ensuite on sorte quelque chose avec des incertitudes éventuellement, mais en tout cas que ça soit accessible à tout le monde. Donc on va essayer de faire un truc qui sera en français, en allemand, en anglais, en espagnol, etc. Bon, ça c'est une première chose, à échelle de 6 mois, disons. Ensuite, il faut organiser des séminaires, des colloques, des collaborations qui ont commencé d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés à l'école des Ouches et qui continuent des collaborations. Et puis, avec ça, et puis les autres thèmes qu'on a abordés à l'école, donc ça c'était la première partie, les 2 jours avec des études de cas assez détaillées, mais ensuite il y avait la partie ressources et puis la partie économique. Donc la partie ressources,
ça intervient, game over, she says. La partie ressources est évidemment très importante, et la partie économique, comment traduire ces contraintes biophysiques, si vous voulez, dans les scénarios énergétiques, c'est aussi quelque chose de très important. Et on s'est dit, à l'issue de la réunion des ouches, que le groupe 1 et le groupe 3 du GIEC ne discutaient pas beaucoup. C'est-à-dire les gens qui font les contraintes sur les scénarios, qui disent, voilà, il faudrait comment on appelle ça, les radiative forcing, les forçages radiatifs de temps et temps et temps, et puis ils donnent des contraintes, puis ils disent, allez-y. En fait, il y a plein de géologues, par exemple, qui disent que le scénario le plus pessimiste du GIEC, il n'y a pas assez de fossiles dans la Terre pour sortir tout ça, de CO2. Donc, manifestement, ils ne se parlent pas. Le groupe 1 et le groupe 3 ne se parlent pas du point de vue de l'élaboration des scénarios. Et alors, on s'est dit, il faut faire en sorte qu'ils se parlent. Donc, on s'est donné ça comme but. Ça commence, puisqu'il y a un nouveau président qui a été nommé. Le précédent rapport, il vient d'être publié il y a 1 ou 2 ans. Et donc, c'est le bon moment pour essayer de faire ça. Et on va y travailler en commençant par discuter avec nos collègues climatologues français, de faire un premier groupe de travail, de voir si on voit un petit peu dans quelle direction aller, etc. Et puis après, faire quelque chose de plus ample, si on arrive à se mettre d'accord, et de voir comment procéder. Mais ça, c'est manifestement ouvert à la discussion. Dernier point, c'est celui-ci. C'est parmi les choses qui sont un petit peu sorties de là. Il y a la chaire Énergie et Prospérité qui organise le 26 et 27 avril une conférence à l'école normale sur The Economics of Energy and Secular Stagnation. Et vous voyez par exemple que parmi les orateurs, vous avez Charles Hall, qui est le type dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez même vu sa photo, et puis Jessica Lambert, qui était aussi sur la photo, elle était juste à côté de moi, qui était là. Et donc, et puis il y a encore un troisième qui est Kerry King, donc voilà. Donc il y a des rencontres qui se font entre des gens qui viennent du milieu biophysique et puis des économistes, et c'est une très bonne